Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Merci de faire confiance à Grandeur Noire. Merci de croire au projet de documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas. Nous sommes plus de 3000 personnes à avoir participé à la cagnotte et je vous assure que si nous qui avons déjà participé à la cagnotte, nous donnons régulièrement 2 € tous les mois ou tous les 2 mois, je vous assure que les épisodes vont tous pouvoir être filmés, réalisés, montés, sous-titrés et bien sûr diffusés. Donc voilà, la première chose que je vous invite à faire, c'est de continuer à participer à cet effort commun. Et la deuxième chose, c'est d'en parler autour de vous, que ce soit vos amis, vos collègues, votre famille ou que ce soit sur les réseaux WhatsApp, Instagram, Facebook, tout ce que vous pouvez utiliser pour relayer, faire connaître le documentaire et sa cagnotte, eh bien n'hésitez pas. Voilà, vous êtes à jour sur les dernières nouvelles Grandeur Noire. J'ai mon nœud à nœud qui est bien accroché, donc on peut entrer dans le vif du sujet. Actuellement, quels que soient les pays du monde, eh bien c'est toujours la communauté africaine, afrodescendante qui se retrouve avec des salaires faibles, une instruction scolaire médiocre, des soins médicaux qui sont soit inexistants, soit trop chers pour leur porte-monnaie et un coût des terrains qui est inaccessible à leur bourse, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans des quartiers qui sont ghettoisés, dans des logements insalubres, trop petits pour leur famille et où les gouvernements ont pris le soin de faire circuler de la drogue et des armes. L'oppression se retrouve également dans les tribunaux où là, c'est même plus caché que les procès sont partiaux. Quand vous êtes un psychopathe, meurtrier de masse ou violeur en série, vous vous en sortez mieux qu'un pauvre Africain ou afrodescendant qui a volé 50 $. Et ça, que ce soit dans les pays d'Europe, aux États-Unis, au Brésil et dans les pays asiatiques, africains, partout en fait. Partout, l'Africain est encore oppressé au niveau de la justice, au niveau des soins médicaux, au niveau de l'éducation, au niveau des conditions de vie quotidiennes, donc le logement, l'accès à l'alimentation et au niveau professionnel. Donc en fait, tous les socles de la vie d'un Africain lambda sont totalement détruits. L'Africain lambda ne peut pas se construire une vie correcte, acceptable, prospère. Et les gens qui comptent venir en mode « Ah ouais, mais il faut plus voir les couleurs, c'est plus un problème de couleur maintenant. Un blanc, un chinois ou un arabe peut être pauvre aussi, peut ne pas avoir accès aux soins aussi. » La différence, c'est que chez les Africains, c'est systématique. Un Africain, lorsqu'il naît, il n'a pas une chance sur 2 de s'en sortir. Il a 0 chance de s'en sortir et c'est vraiment grâce à une volonté acharnée qu'il va pouvoir briser les nombreux plafonds de verre. Et alors, si c'est une femme africaine, il y a la double difficulté du racisme et de la misogynie. Clairement, les personnes noires naissent avec un handicap de départ que n'ont pas les autres civilisations parce que le mépris n'a pas été institutionnalisé dans tous les pays du monde pour ces populations. Comme la domination n'a pas totalement cessé, et bien nécessairement la résistance n'a pas cessé non plus. Parce que les Africains vont toujours refuser la domination et l'oppression tant qu'elle sera là, quelles que soient ses formes. Donc aujourd'hui, la résistance moderne qui existe a pris le relais de la résistance des marrons, des insurrections sur les plantations, du sabotage, pour continuer la lutte contre les formes de discrimination qui continuent d'oppresser les Africains du monde entier, que ce soit les Africains qui sont sur le sol africain ou les Africains de la diaspora. Du coup, face à cette oppression qui n'a pas cessé, eh bien, il y a eu différentes formes de résistance qui se sont développées, à savoir la résistance intellectuelle.
On peut citer Joseph Anténor Firmin ou bien Cheikh Anta Diop qui se sont battus, et j'utilise bien le terme se battre, contre les élites scientifiques bien pensantes, corrompues, françaises, européennes, pour rétablir des faits historiques qui ont été falsifiés, pour éradiquer le mensonge, notamment concernant l'histoire de l'Antiquité africaine, donc le royaume de Kémet et le royaume de Kouch, où il a fallu que ces scientifiques, donc Joseph Anténor Firmin qui est haïtien et Cheikh Anta Diop qui est sénégalais, il a fallu que ces deux scientifiques apportent je ne sais combien de preuves pour démontrer que la population du royaume de Kouch et la population du royaume de Kémet étaient des Africains. Et là où ils ont emmené 100 millions de preuves, notamment des preuves indiscutables comme le taux de mélanine de certaines momies, qui prouvent qu'elles avaient un taux de mélanine de personnes africaines, et bien malgré toutes ces preuves, ça continue d'être discuté aujourd'hui en 2020. Est-ce qu'ils étaient africains, est-ce qu'ils n'étaient pas africains? Alors que sans preuve, des pseudo-archéologues, égyptologues sont arrivés. Moi, je ne sais pas s'il y a des francologues, donc égyptologues, je ne connais pas. Il y a des anglologues, il y a des allemands-logues, il y a des états-uniologues. Bref, en tout cas, il y a des égyptologues qui viennent sans preuve dire « Nous pensons que les habitants du royaume de Kouch étaient blancs. » Voilà, ils viennent sans preuve, ils sont crus, ils sont considérés, ils sont respectés. Nos scientifiques africains, haïtiens viennent avec des preuves, ils sont méprisés, ridiculisés, diabolisés, parce que le professeur Cheikh Anta Diop est réellement diabolisé. Mais le pire, c'est que nous-mêmes, leurs descendants, leur propre communauté, nous doutons de la parole de nos scientifiques, de l'efficacité de nos scientifiques. On a un problème, on est un peuple traumatisé, il faut qu'on se soigne. Commencez à prendre ça au sérieux, je vous en supplie. Donc voilà, il y a eu cette résistance intellectuelle qui continue pour non seulement défaire les mensonges, défaire les nœuds qu'on a apposés sur nos esprits, ouvrir les cadenas, mais pour également faire éclater au grand jour des vérités qui sont jusque-là inconnues. Ensuite, il y a la résistance économique. Je vous ai donné l'exemple de Black Wall Street. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo sur Black Wall Street. Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est la résistance économique. Il y a la résistance politique. Donc, je vais prendre l'exemple de Kenneth Kaunda parce que j'ai une énorme admiration pour cet homme politique. Comme regarde, tout le monde parle de Nelson Mandela, mais il n'y a pas eu que Mandela qui s'est dressé contre le racisme, contre la ségrégation raciale. Et donc, Kenneth Kaunda fait partie de ces grands Africains chefs d'État incorruptibles, intègres, authentiques, ambitieux pour leur peuple. Dans les années 50, il s'est battu dans ce qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Nord. Il s'est battu politiquement contre le système d'apartheid qui était en place jusque-là et contre la présence des colons étrangers britanniques. Il n'avait même pas encore 25 ans qu'il avait mené déjà beaucoup de campagnes de désobéissance civile. Il incitait la population à boycotter les impôts, à ne pas s'enrôler dans l'armée, à boycotter tous les commerces britanniques, si bien que ça lui a valu la prison. Vous savez comment ça fonctionne. Je suis allé plusieurs fois en prison. Et voilà comment, par exemple, j'ai arrêté de boire du thé. J'aimais beaucoup le thé. Mais je savais qu'on allait m'emprisonner car je défiais les lois injustes de l'apartheid. Je me suis dit qu'en prison, je ne pourrais pas boire de thé. Et cela risquait d'affecter ma détermination à lutter pour l'indépendance. Alors, j'ai arrêté d'en boire avant d'aller en prison. Le 23 juillet 1953, j'en ai bu 6 tasses d'affilée. Et puis, c'était fini. C'est la dernière fois que j'ai bu du thé. Non, il n'y a pas que Nelson Mandela en Afrique qui ait fait de la prison pour ses idées. Kenneth Kaunda a fait de la prison.
Quand il est sorti de prison, comme Nelson Mandela, il n'a pas abandonné le combat. Et lui, contrairement à Nelson Mandela, il a refusé de transiger. Il a refusé de pactiser avec les colons. Donc pour arriver à ses fins, à savoir reprendre la souveraineté de son pays, il n'est pas passé par des traités qu'il a signés avec je ne sais combien de désavantages pour son peuple. Non, il a paralysé le pays entier pendant des semaines, des mois, au point que les Britanniques n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner la Rhodésie du Nord. Et il va rebaptiser son pays avec un nom africain qui est devenu la Zambie. Et Kenneth Kaunda a dirigé son peuple de 1964 à 1991. Et pendant son règne, il a soutenu tous les pays africains qui souhaitaient mettre les colons européens dehors. Et quand on dit soutenir, c'est pas juste faire des allocutions là, oui, je suis d'accord avec ce que vous faites. Non, il les a soutenus activement, il a pris des risques parce qu'il a offert l'asile, donc le refuge, à tous les Africains qui se faisaient persécuter dans leur pays par les colons en place. Et ce refuge qu'il a offert aux personnes persécutées, ça lui a valu d'être bombardé. Les colons ont bombardé la Zambie à de nombreuses reprises et ont causé des pertes non seulement humaines mais matérielles dans un pays fraîchement indépendant. Donc vous imaginez combien ça a pu déstabiliser le gouvernement et le pays en lui-même. Eh bien, Kenneth Kaunda a continué quand même. Et grâce à lui, grâce à son soutien, le Mozambique a pu accéder à l'indépendance, à l'émancipation. Et ensuite, ça a été le Zimbabwe. Et ces deux pays voisins de la Zambie, le Mozambique et le Zimbabwe, eh bien, Kenneth Kaunda les a aidés militairement. C'est comme ça que ces pays ont pu accéder à l'indépendance. On nous parle de Nelson Mandela toute la journée. Mais forcément, Nelson Mandela, excusez-moi, hein, j'ai beaucoup de respect pour ses 27 ans de prison. Mais si l'Occident a choisi de le mettre lui en avant et de le déifier lui, c'est parce que lui, il est passé par un pacte avec eux, par la méthode douce. Donc, il préfère que ce soit lui notre modèle, la méthode douce, plutôt que des gens intransigeants comme Kenneth Kaunda qui font la guerre pour obtenir leur liberté et qui soutiennent, qui ont l'esprit de solidarité, qui soutiennent les pays voisins, qui ne fonctionnent pas tout seuls dans leur bulle. Et là où on constate que vraiment l'Occident n'a aucun intérêt à nous faire admirer et même connaître des personnages comme Kenneth Kaunda, c'est qu'ils l'ont diabolisé. C'est-à-dire que ce grand chef d'État, à sa prise de pouvoir, il y avait à peine 100 personnes dans son pays qui jouissaient d'une formation universitaire. Lorsqu'il a quitté le pouvoir quelques années après, ce nombre est passé de 100 à 35 000. Kenneth Kaunda a tout fait pour instruire son peuple et le former. La première chose qu'il a fait en accédant au pouvoir, c'est de construire des écoles et des universités partout et il les a rendues gratuites. Pareil pour la santé, il a construit des hôpitaux performants partout et les soins médicaux en Zambie étaient gratuits pendant son règne. Et il a énormément investi dans l'agriculture qu'il a subventionnée à coût de millions. Et bien sûr pour se rattraper financièrement parce que tout ça, c'est l'État qui payait les hôpitaux, les universités, les écoles, les bourses, les subventions pour les agriculteurs. Pour renflouer les caisses, qu'est-ce que Kenneth Kaunda a fait? Eh bien, toutes les sociétés, les grandes firmes qui appartenaient à des Européens, les colons qui étaient partis, qui avaient été chassés, il les a nationalisés. C'est comme si Total, eh bien, devient une possession d'un pays africain et l'argent du pétrole rentre directement dans les caisses du gouvernement africain au lieu de repartir vers un gouvernement étranger. Eh bien, c'est ce qu'a fait Kenneth Kaunda. Il a privatisé toutes les sociétés étrangères qui étaient venues piller la Zambie et croyez-moi que ça a rapporté énormément au gouvernement. Donc, il a laissé, après son passage, des caisses d'État super renflouées, tout était au top. Éducation, santé, agriculture, caisse de l'État, au top. Malgré ça, la plupart des choses que vous allez retrouver sur Internet, sur Kenneth Kaunda, le font passer pour un dictateur, tyran, qui a gardé le pouvoir combien de temps et tout, et qui a fait du mal à son peuple comme d'habitude. Personnellement, je suis pour le système africain de règne.
et non pas de changer la marionnette qu'on croit être un président ou un chef d'État tous les 5 ans, tous les 6 ans, alors qu'en réalité, derrière le rideau, ce sont les mêmes qui dirigent et qui manipulent pendant des centaines d'années. Tous les systèmes européens actuels, le système au Canada, aux États-Unis et en Australie, à chaque fois, on change la marionnette qui est placée comme chef d'État. Mais derrière le rideau, les personnes qui dirigent, à savoir les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Kissinger, ces gens-là ne bougent pas. Ils sont toujours au même poste de grands conseillers, d'éminences grises, etc., qui font passer les lois qui les arrangent, qui imposent les vaccins qui les arrangent, etc., etc., qui créent des guerres. Et en réalité, les chefs d'État n'ont aucun pouvoir de décision. Ce ne sont pas eux qui décident si oui ou non on envoie des flashballs sur les gilets jaunes. Ce sont les gens derrière le rideau. Et les pays africains, nous avons notre tradition, notre façon d'aborder la politique, nos paradigmes. Il faut qu'on en revienne à notre tradition, aux traditions qui nous conviennent à nous les Africains, à savoir de choisir un chef en fonction de sa sagesse, de son intégrité, de son degré d'implication pour son peuple. Et il faut qu'une fois choisi scrupuleusement, ce chef puisse rester plusieurs dizaines d'années pour mettre en place des systèmes et les pérenniser. À chaque fois qu'on a fonctionné comme ça depuis les indépendances, depuis qu'on a mis les colons dehors, ça a très bien fonctionné. Et quand ce genre de système était établi avant l'invasion européenne, ça fonctionnait très bien. Regardez Samori Touré, regardez Soni Alibert, regardez Soundiata Keita, Shaka Zulu. Je peux vous en citer plein, des monarques, des empereurs, des rois qui ont régné très longtemps et qui ont eu le temps de pérenniser des réformes, des révolutions qui ont très bien pris parce qu'ils ont eu le temps de les pérenniser. Et la différence aussi par rapport aux pays européens occidentaux, c'est que quand les Africains ont fait la guerre, quand les grands chefs africains que je viens de vous citer, Shaka Zulu, Soni Alibert, Soundiata Keita, à chaque fois qu'ils ont fait une guerre pour bâtir un empire, c'était pas pour le plaisir de dominer et de contrôler et d'exploiter des gens. C'était à chaque fois pour instaurer la paix et la prospérité. Le but de ces chefs africains, lorsqu'ils ont fait la guerre, c'était de rassembler des royaumes, de rassembler des peuples sous un même socle commun, de façon à ce que ce soit l'unité. Mais pas l'unité comme la mondialisation actuelle, où on veut que tout le monde se ressemble et se fonde dans le même moule. Non, une unité de valeurs tout en respectant les différences de chacun, les codes, les mœurs de chacun. Et ces systèmes-là ont bien fonctionné. Et encore une fois, je vous le redis, après les indépendances, une fois que les colons ont été jetés dehors, partout où il y a eu des chefs d'État qui ont pu durer, ils ont installé une certaine stabilité, une certaine prospérité. On l'a vu avec Kenneth Kaunda. On peut également citer Kwame Nkrumah au Ghana. Ils sont très nombreux, sans compter ceux qui n'ont pas eu le temps de durer, mais qui ont déjà, le peu qu'ils ont fait, installé des choses incroyables, comme Thomas Sankara au Burkina Faso, comme Patrice Lumumba au Congo. Je pense, mais c'est tout à fait personnel, qu'il serait temps de laisser sa chance à une politique africaine, au rétablissement de valeurs traditionnelles africaines, qui est de choisir le chef d'État, non pas par le système européen, mais par nos systèmes, et de le laisser régner lorsqu'il est bien choisi, autant de temps que nécessaire. Et les longs règnes peuvent très bien se dérouler parce que, comme dans le passé, on peut instaurer des instances qui contrôlent le monarque, qui contrôlent l'empereur, le chef d'État, et qui l'empêchent d'aller dans les excès, dans les abus. Parce que si les empires africains sont devenus très puissants et ont perduré très longtemps, c'est parce qu'il y avait un système qui protégeait le peuple de la tyrannie. Il y avait des conseillers, il y avait des gens qui avaient leur mot à dire, qui prenaient part aux décisions du chef d'État. Donc voilà, les résistances politiques ont eu lieu en Afrique certes, mais aussi dans la diaspora, partout, mais partout, notamment dans les colonies. Jusqu'à maintenant, elle a lieu encore. En Guyane, nous avons des résistants qui ont risqué leur vie, qui ont risqué leur santé. On peut citer Michel Capel qui s'est fait abattre de 2 balles à Roura. On peut citer Félix Bade qui s'est fait faucher par une voiture dont le conducteur était policier et qui s'est enfui. On peut citer Justin Cataillé. On peut même y mettre René Jadfar qui, comme Justin Cataillé, est mort bizarrement dans un accident d'avion.
On peut également citer les nombreux militants guyanais qui ont passé du temps en prison à cause de leurs idées politiques, parmi lesquels David Donznac, Georges Wakapou ou encore Jean-Victor Castor, tous innocents et tous persécutés par l'État français. On peut également citer du côté du Brésil la conseillère municipale Marielle Franco qui a été abattue de 4 balles en pleine rue il y a à peine 2 ans en mars 2018. Il y a également du côté de la Côte d'Ivoire le massacre des femmes de Bassam en 1949. Et je ne peux pas terminer sur la résistance politique sans citer le combat de l'UPC au Cameroun. L'UPC était un parti politique du Cameroun qui réclamait que le Cameroun récupère sa souveraineté, c'est-à-dire quelque chose de légitime. Les étrangers sont venus, ils ont envahi, ils ont massacré, ils ont pillé, ils ont exploité. Des centaines d'années plus tard, les Camerounais demandent à récupérer leur souveraineté. Eh bien, quelle a été la réponse du gouvernement français et notamment de Charles de Gaulle ? Bombarder le Cameroun au napalm. Je précise quand même qu'il y a l'arme nucléaire et juste après, c'est le napalm. Ça fait des dégâts terribles sur des kilomètres à la ronde. Plus rien ne pousse. Ça brûle tout. Donc, on va retrouver juste des ossements, des arbres brûlés, la végétation brûlée, des animaux brûlés sur des kilomètres carrés. 400 000 morts officiels, chiffre officiel. Vous savez très bien qu'il y a toujours des écarts importants entre le chiffre officiel et la réalité. Donc, si on vous dit 400 000 morts, vous pouvez plus penser que c'est le double, voire plus. Donc, des Camerounais, particulièrement les communautés Bamileke et les communautés Bassa, se sont fait massacrer au napalm parce qu'ils réclamaient de pouvoir récupérer leur pays. Et ils ne le réclamaient pas dans la violence, mais de façon politique, avec des élections. Et là, ce n'est qu'un exemple des nombreux massacres auxquels le général Charles de Gaulle s'est livré tout au long de son mandat. Et les Français acceptent que des boulevards, des avenues, des aéroports portent le nom de ce génocidaire terroriste criminel. Alors, à tous les sauveurs blancs en puissance qui regardent cette vidéo, je vous en supplie, la façon dont vous pouvez sauver l'Afrique, c'est de faire reconnaître Charles de Gaulle comme criminel contre l'humanité et de militer massivement pour que plus rien ne porte son nom. Surtout chez nous, les populations oppressées qui ont subi ces crimes. Si vous réussissez à faire destituer Charles de Gaulle et Napoléon de leur statut d'icônes légendaires, exemplaires, vers lesquels se retourner en termes de politique, si vous arrivez à faire ça, alors vous aurez commencé à rendre une part de justice à toutes les populations colonisées, notamment les populations qui sont encore colonisées par le gouvernement français, comme les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Réunionnais, les Kanaks, les personnes de Mayotte, bref, toutes les outre-mer françaises actuelles. Alors ça, c'était pour la résistance politique post-esclavagiste. Maintenant, sur la résistance culturelle, je vous ai parlé de tout ce que les Bushinengués ont pu préserver, les marrons, etc. Mais il existe d'autres traits que pas seulement les populations évadées ont réussi à préserver, mais les populations des plantations, comme par exemple, je vous avais dit le créole, mais également le tambour. Le tambour a gardé une importance énorme pour les populations africaines de la diaspora. Alors, malgré des siècles d'interdictions, des interdictions qui pouvaient mener jusqu'à la mort, jusqu'à une exécution d'une personne qui était prise en train d'utiliser le tambour, eh bien, malgré des centaines d'années de persécution, le tambour a survécu, a résisté. Donc déjà, la technique de fabrication du tambour a réussi à traverser le temps. La connaissance des différents rythmes, de leur symbolique, pareil, ça a traversé le temps et les interdictions. Et aujourd'hui, l'importance est telle qu'on retrouve le tambour dans toutes les populations africaines déportées. Vous pouvez aller en Louisiane, vous allez retrouver des tambours. À Trinidad, à la Barbade, en Jamaïque, à Saint-Domingue, à Cuba, bien évidemment chez nous, Réunion, Martinique, Guyane, Guadeloupe, absolument partout, le tambour est resté important. Tellement important que je connais beaucoup de Guyanais et d'Antillais qui sont partis en études avec leur tambour et qui ont gardé leur tambour tout le temps de leur formation universitaire en France. À savoir, dans leur petit studio, il y avait quasiment rien, mais il y avait leur tambour.
Et ça, le fait que le tambour ait résisté, c'est déjà une résistance culturelle, mais le fait de continuer à perpétuer cette tradition d'utiliser le tambour, c'est une résistance culturelle moderne. La résistance culturelle est multiple et diverse, donc je ne pourrais pas vous la présenter de façon exhaustive, mais sachez qu'à partir du moment où quelque chose de votre identité ou de votre culture ou de votre histoire est méprisé, infériorisé, voire même interdit, et que vous décidez d'aller à l'encontre de ce mépris ou à l'encontre de cette infériorisation ou à l'encontre de cette interdiction, eh bien, vous êtes dans la résistance culturelle. Donc, par exemple, quand vous décidez de garder vos cheveux crépus, alors que vous savez très bien que dans le milieu professionnel où vous évoluez, c'est mal perçu, vous êtes en train de résister pour dire non, mon cheveu crépus a le droit d'être respecté, a le droit d'être reconnu. Ce qu'a fait la Miss Univers 2019, à savoir se présenter à cette élection qui est très codifiée sur des standards européens, avec ses cheveux crépus et en plus avec des cheveux courts, elle était dans une forme de résistance en disant « Voilà, je viens participer à votre concours avec une beauté que vous ne reconnaissez pas, mais je viens, j'impose quand même mes standards. » Et heureusement, comme elle a été sélectionnée, eh bien ça va répandre le standard qu'elle a décidé d'imposer, ça va le répandre à l'échelle mondiale. C'est une forme de résistance culturelle. Et donc, on peut prendre chaque trait culturel. Ça peut être également au niveau gastronomique. Quand vous décidez de prendre des recettes de chez nous, des recettes traditionnelles et de les valoriser, que ce soit par l'esthétisme ou par la présentation ou par des agrémentations, eh bien, vous êtes dans une résistance culturelle pour faire comprendre que ce ne sont pas des plats à mépriser qu'on mange juste en famille, mais que ces plats peuvent trouver leur place dans des restaurants et même dans des restaurants chics. Donc voilà, la résistance culturelle est très diverse, mais elle compte énormément. Et on peut citer des artistes engagés dans la résistance culturelle. Par exemple, Myriam Makeba pour l'Afrique du Sud, Angélique Kidjo pour le Bénin, Salif Keita pour le Mali, Nina Simone aux États-Unis, Bob Marley en Jamaïque, Vélo en Guadeloupe, Aimé Césaire en Martinique. Du côté de chez moi, parmi les artistes résistants engagés pour la culture, je peux citer Léon Gontran Damas, qui était un poète très talentueux. Toujours en Guyane, dans la chanson, nous avons Mancerotte, Hortensia, Silo, Tonton Jo. Et du côté de l'histoire, des contes, des légendes, des savoirs traditionnels, nous avons Oxens Contou, Cornelia Birba. À ce propos, la cinéaste guyanaise Marie-Sandrine Bakoul a réalisé le film L'Histoire des Lions. Ce film, tourné avec très peu de moyens, est pourtant édifiant. Il retrace l'histoire inconnue d'un des plus grands chefs de la résistance guyanaise, Pompée. Beaucoup d'entre vous seront à la fois surpris de ce qui s'est passé en Guyane et à la fois inspirés sur comment récupérer notre histoire et comment la transmettre à nos enfants. Donc vraiment, allez consulter ce film qui est disponible gratuitement sur Vimeo. Je pourrais en citer encore beaucoup d'autres parce que là, c'est une génération, c'est la génération qui m'a précédée. Mais dans notre génération, il y a beaucoup d'artistes qui ont pris la relève de cette résistance culturelle. On peut citer Little Guerrier, Prince Colony, Lovaja ou plus récemment Chosin. Encore une fois, j'espère ne pas faire de jaloux, mais je ne peux pas citer tout le monde. Mais en tout cas, nous avons beaucoup d'artistes qui s'engagent pour la culture, pour la valoriser, pour préserver nos traditions, nos savoirs, nos valeurs. Il faut les soutenir. Allez à leurs concerts, achetez leurs CD, suivez-les sur les réseaux, donnez-leur une force et une crédibilité, je vous en supplie. Si vous êtes des millions à suivre Kim Kardashian, vous pouvez bien trouver une place dans vos abonnements pour les gens de chez vous qui sont en plus talentueux et qui prônent des valeurs. Por favor, please, s'ouple. D'où que vous soyez, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, je vous en prie, prenez quelques secondes pour mettre en commentaire un artiste que vous connaissez de chez vous qui est engagé dans la résistance culturelle. Il faut leur rendre hommage parce que très souvent, ces artistes mettent leur carrière en péril pour pouvoir valoriser la culture de chez eux. Donc, rendons-leur hommage dans les commentaires de cette vidéo. La résistance culturelle est très importante. C'est elle qui permet de sauver nos identités africaines.
Il y a plein d'autres formes de résistance. Je ne pourrais pas toutes les faire. Par exemple, il y a la résistance scolaire où le parent complète les instructions qui sont données à l'école avec les instructions qui ne seront pas données à l'école. On sait tous pourquoi. Et donc, il complète dans la sphère familiale. Il y a aussi les professeurs qui marronnent des programmes scolaires et qui décident d'insérer des connaissances qui ne sont pas au programme. Et ces professeurs marrons commencent à être de plus en plus nombreux. Et ils font un travail formidable. Ils se battent contre le fait que les populations colonisées aient à étudier les œuvres de Diderot, Voltaire, Montesquieu, Guy de Maupassant, Rousseau, Victor Hugo et toute cette bande de racistes dont certains possédaient des esclaves et que moi personnellement m'a obligé à lire quand j'étais à l'école, à idolâtrer. Ce sont les exemples par excellence, alors que ces gens-là n'étaient ni des humanistes, ni des philanthropes, ni même des lumières, puisqu'ils avaient un côté obscur. Quand on n'aime pas un autre être humain à cause de sa couleur de peau et qu'on lui invente une infériorité, on est dans le côté obscur de la force, on n'est pas une lumière. Eh bien, les professeurs qui se battent contre le fait qu'on oblige les œuvres de ces gens-là à être étudiées par des populations colonisées comme les étudiants martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, guyanais, kanaks, etc. Ces profs-là sont des marrons qui s'échappent de la plantation du programme scolaire. Vous pouvez choisir votre mode de résistance. Entrer en résistance, ça ne veut pas dire d'aller dans la rue avec une cagoule et de se faire gazer, de perdre un œil à cause de flashball. Ça ne veut pas dire ça. Résister, ça peut être à votre échelle individuelle, de façon discrète, de façon douce, mais de façon efficace. Alors, s'il vous plaît, que ce soit sur le plan politique, culturel, économique, vestimentaire, capillaire, gastronomique, scolaire, associatif, peu importe, mais s'il vous plaît, résistez. Entrons tous en résistance à nos échelles individuelles. Résistons avec notre famille, notre cellule familiale. Et je vous assure que quand cette résistance va se répandre dans tous les secteurs et au niveau de millions d'individus de la planète, je vous assure que nous allons réussir à faire s'effondrer le système d'injustice et d'abus qui règne en ce moment. Donc voilà, nous sommes un peuple qui avons la résistance encodée dans nos gènes, ça ne nous quittera jamais. Donc nous résisterons, peu importe ce à quoi nous ferons face comme difficulté, comme interdiction, comme danger, nous résisterons. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode dans son ensemble. Si vous y avez appris certaines choses, eh bien partagez avec les gens que vous savez que ça intéresse. N'oubliez pas de continuer à soutenir la cagnotte et je termine avec un grand remerciement à Neuhaneu, ce créateur martiniquais qui est vraiment très talentueux et qui mérite que vous alliez jeter un œil sur son travail. Ça va vous prendre que quelques secondes. Cliquez sur le lien qui est juste dans la barre d'infos. Neuhaneu, regardez ce qu'il fait, ça peut être une super idée cadeau originale. Donc voilà, merci Neuhaneu de m'accompagner épisode après épisode et merci à vous d'être toujours aussi bienveillant, aussi positif dans les commentaires, de toujours enrichir la section commentaires avec des apports de ci, de là, de choses que je n'ai pas pris le temps de dire parce que les vidéos sont déjà longues. Donc merci, merci, merci et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Mais il y a énormément d'artistes. C'est quoi ce truc? Toujours quand je suis toute seule. Oh, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Ah! Oh mon Dieu, il est horrible. Oh mon Dieu, non.